Sunderlight Productions. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Stéphane Kint. Et voilà, la super production a commencé. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet épisode avec moi. Bienvenue dans l'œil du photographe. On va faire un petit tour dans ton œil à toi aujourd'hui. Tu as entendu un petit bout d'épisode avant d'enregistrer. Tu sais que la première question, c'est l'elevator pitch. Tu es dans un ascenseur. Steve Jobs rentre à côté de toi. Tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je crois que je me présenterai le plus simplement du monde en lui disant que je suis une personne qui essaie de vivre son rêve. C'est ça ta présentation. Tu peux en dire peut-être un petit peu plus sur ce que tu fais réellement. Tout dépend si je suis sur un building qui va très vite, parce que 3 étages à New York, c'est 2 secondes. Donc j'ai pas le temps de faire une phrase. Un vieil ascenseur parisien qui te laisse 2 minutes. Environ. Je dirais de faire attention de ne pas rester bloqué dans la porte, dégager, voilà. Non, je pense que vraiment, je me présenterai le plus simplement du monde, en fait, en lui disant que je suis un photographe humaniste. D'accord. Qui vit son rêve. C'est ce qui résume ta pratique, parce que tu fais beaucoup de choses en faisant mes recherches sur toi, en préparant cet épisode. Je m'en suis rendu compte de ça. Déjà, t'es pas quelqu'un de facile à trouver sur Internet, puisque tu n'as pas de site à proprement parler. Tu as beaucoup de réseaux et pas mal de publications. Et donc, quand on s'intéresse à toi, il faut creuser un petit peu. En effet, effectivement, clairement. C'est vrai que je l'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que ce qui résume, ce qui fait le lien entre tout ce que tu fais, c'est l'humain. Oui. Si je devais résumer ma photographie, si c'est la question, c'est l'humain et les couleurs. Ouais. Voilà, on a dit tout ce que j'avais, ce que j'ai noté. Je me suis noté. Super concis, mais peut-être que je vais faire des phrases ensuite. Non, on va détailler un petit peu. Moi, j'ai noté que tu fais de la photo de presse, que tu fais de la street photographie, que tu as un côté portrait dont tu parles pas forcément textuellement clairement, mais qu'on voit en fait en regardant tes images, parce qu'en fait on va voir que ta street photographie, moi je l'ai résumé en 2 facettes qui sont un côté graphique, un côté portrait, même si les deux se mélangent assez fréquemment, mais je pense qu'on peut assez facilement rester sur ce genre d'explication. On va détailler un petit peu plus loin tout ça. Mais effectivement, il y a pas mal de portraits dans ce que tu fais. Il y a même des mariages dans ton travail. Et il y a une partie qui s'appelle Street Macadam. C'est mon bébé. C'est ton bébé. C'est toi qui as lancé ça tout seul ou vous êtes plusieurs? J'ai lancé ça il y a 2 ans quand on est rentré dans le confinement 1. Et je partageais sur Instagram en story 2-3 photos comme ça, de photographes tous les jours, que j'aimais bien. Et puis j'ai réalisé en fait que j'étais beaucoup suivi en story, enfin beaucoup plus qu'habituellement, que ça intéressait les gens. Et puis j'ai commencé un peu à m'intéresser aux différents hubs de street photographie sur Insta. Et puis j'ai trouvé ce modèle comme ça, puisqu'à chaque fois, ces hubs-là, en général, proposent juste une photo, donc une très belle image faite par un photographe qui est tout de suite mise en lumière et partagée dans différents hubs. Donc là, c'est la chasse aux likes, etc. Et moi, je voulais pas rentrer dans cette guerre de likes, dans ce truc-là. Je voulais vraiment poser mon regard chaque jour et présenter et mettre en lumière un photographe différent tous les jours, en composant 3 de ses photographies de son portfolio. Et voilà, donc c'est d'un côté, on met en lumière un photographe, mais de l'autre côté, je demande à mes curateurs, même si le nom est un petit peu pompeux ou un peu prétentieux, à ces personnes comme ça qui me suivent. On est 19 maintenant, je les ai trouvés un petit peu partout sur le globe. Merdad est en Iran, Alexia est la première qui m'a rejoint à peine 1 mois après avoir lancé Street Macadam, qui est à Paris, et puis voilà, l'Indonésie, le Brésil, Bogota, les États-Unis, enfin voilà, il y a 19 nationalités croates.
Et voilà, et ces gens-là m'envoient chaque jour, il y a un planning, c'est très carré, et ils m'envoient tous les jours leur set, la sélection que j'aurai donc à poster le lendemain. D'accord. Et ils s'attachent aussi à composer ces photos, puisque je veux que visuellement, les personnes qui arrivent sur Street Macadam voient tout de suite en fait que chaque ligne, c'est un photographe différent. Donc c'est à chaque photographe a une ligne. Ouais. Et c'est j'avais pas percuté ça parce que c'est vrai que je regarde, moi je vois les photos, je clique sur ce qui me plaît et c'est vrai que je les ai pas faites dans l'ordre, donc du coup j'avais pas découvert ça. Mais non, on découvre toujours des choses, mais en tout cas c'est un beau projet et c'est le genre de projet qui fonctionne que quand on est généreux, et donc effectivement il faut pas commencer par la chasse au like, même si à un moment elle vient dans la discussion, mais bon elle finit par arriver en fait quand tu fais bien ton travail. Oui, enfin, après, mon seul truc, c'est que parfois, enfin, surtout là, quand Instagram change ses algorithmes pour tout miser sur les réels, les vidéos. Donc, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens vraiment une grosse différence. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parfois, il y a des photos très fortes, des photos magnifiques. Et quand, à la fin de la journée, je reviens sur Street Macadam et je regarde et que je vois 250 ou 300 likes, alors qu'on est 35 000, je me dis, c'est dommage que ces algorithmes aient effacé en fait cette image, parce que je pense que voilà. Mais bon, après la récompense arrive ailleurs. C'est le grand problème des réseaux sociaux. C'est pour ça, tu vois, on va en discuter quand on parlera de site web. Mais je trouve moi que c'est un risque énorme de baser sa communication sur les réseaux sociaux, même si t'as un peu pas le choix quelque part parce qu'ils sont indispensables. Mais c'est vrai que je trouve ça extrêmement complexe comme question. Moi, j'aime bien me qualifier d'ancien. Moi, j'ai 49 ans. C'est pas par rapport à mon âge quand je dis l'ancien. C'est un petit peu dans le style, un petit peu comme ces anciens, les acteurs anciens, les old school, quoi, qui, voilà, une parole donnée. Voilà, c'est quelque chose de précieux. Et puis voilà, moi, j'avais écouté le podcast de Cédric Roux que j'avais aussi une fois interviewé rapidement sur un autre site audio, machin. Et j'avais beaucoup aimé ce photographe et j'ai donc écouté tout de suite quand j'ai vu qu'il avait fait un podcast avec toi. J'ai écouté un peu son podcast et j'avais découvert que lui aussi s'était fait découvrir, enfin son travail avait été découvert en tout cas sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc moi c'est quelque chose de simple pour moi. Le réseau social m'a aidé à faire connaître mon travail, donc je vais dans ça. C'est pour ça que je mets pas mon énergie dans les sites internet et c'est une erreur puisque tu l'as dit toi-même en entrée du podcast qu'il est compliqué quand même de trouver précisément ce que je fais et tout ça, tout mon travail. Mais c'est vrai que je mise beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis après les gens qui te contactent sont motivés au moins. Bah oui, en général. Ouais. Et puis ça élargit énormément. Enfin, je trouve ça très intéressant quand même. Surtout Instagram en fait. Ouais. C'est ludique, c'est rapide, ça plaît, ça. Et puis voilà, ça me permet de rencontrer énormément de photographes. En fait, le but c'était pas forcément de me faire plus connaître que ça. Enfin, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie d'être connu, mais j'aime principalement rencontrer en fait de nouveaux photographes qui sont en fait les sources d'inspiration, puisque c'est comme ça aussi qu'on avance. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard sur le côté justement d'être un peu plus visible, parce que justement on se positionne dans ce rôle de partageur en fait. C'est une problématique que moi je connais bien en ce moment, donc on va en discuter un petit peu tous les deux. On va juste, avant de passer à la philosophie photo, parler de la manière dont ta carrière a commencé, parce que j'ai trouvé ça génial. Commencer par les obsèques de Sinatra. Ça a de la gueule quand même. C'est marrant en fait, parce que tu me parles de ça, j'avais oublié. Ouais. Bah en fait, ouais, c'est vrai. J'ai commencé par les obsèques de Sinatra. Mais en fait, j'ai commencé. En fait, il faut revenir tout au début. En fait, je crois que c'est ça qui est important. J'ai quitté une femme pour devenir photographe. Une femme que j'aimais vraiment terriblement. Et quand je suis parti à l'armée, puisque je suis un ancien forcément, j'ai fait l'armée. Et là, j'ai réalisé que la photographie, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait plus que ça, en fait. C'était plus qu'une passion. C'était vraiment le désir d'y aller, mais sans emmener pour autant. Moi, j'ai aucun membre de ma famille qui est artiste, donc je pouvais pas permettre. Voilà, j'avais aucune aide à ce niveau-là. Personne ne me comprenait. Cette idée était complètement loufoque pour mes parents et ma famille. Et donc, j'avais pas envie d'emmener dans la galère, dans ce que j'allais vivre. En tout cas, au début, c'est toujours compliqué de se dire déjà du jour au lendemain photographe, alors que personne on ne l'est vraiment.
Et je voulais pas, donc je me suis séparé en souffrance de cette personne pour vraiment vivre cette passion. Et c'est dans la douleur que j'ai commencé la photographie. Ouais. Et en même temps, j'avais pas du tout l'envie d'être un petit photographe comme ça. Enfin, no offense pour les photographes. Voilà, je voulais vraiment essayer d'inscrire quelque chose et je voulais pas être un photographe scolaire puisque mon premier travail c'était d'être photographe scolaire dans l'Oise et ça m'intéressait pas. Donc au bout d'un mois, ils ont vu que la qualité baissait. J'étais déjà lassé de ça et enfin voilà, c'était pas du tout la photographie que je voulais faire. Et à Paris, dans un anniversaire, j'ai rencontré un mec qui avait une agence à Los Angeles. Il venait juste de la monter et il cherchait son premier salarié. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai ouvert les bras. Je lui ai dit, Banco. Il est là, je suis là. Voilà, c'est le hasard, mais c'est la vie, c'est comme ça, je suis là. Et il m'a dit, ok, bingo, c'est toi. Donc, je suis parti à Los Angeles. Il avait une agence de paparazzi. Et là, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, ça c'est ça la vie. Faut voyager, faut partir. Donc je partais, je faisais le touriste. Je partais là-bas, j'ai appris le métier de paparazzi. Sauf que quand je suis arrivé le mardi et le mercredi où Sinatra décédait. Sauf que lui, dans cette agence de paparazzi, il était aussi correspondant pour Paris Match. Ouais. Et donc il avait réussi à avoir une place pool pour mettre un photographe pour ses obsèques. Donc, je me suis retrouvé à Beverly Hills comme ça, à côté de Nick Hutt, le mec qui a photographié cette petite fille au Vietnam, brûlée au napalm. Ouais. J'étais côte à côte avec lui. Alors moi, j'étais le petit Français un peu prétentieux. J'avais l'impression de vivre un rêve. J'étais complètement à côté de la plaque, mais bon. Donc je le regardais à peine. Pour moi, c'était moi qui avais la classe, quoi. Ouais. Il y avait tous ces photographes. Il y en avait énormément, très loin, protégés par une barrière. Et les policiers, ils avaient tous des téléobjectifs. Moi, j'avais vraiment cassé ma tirelire pour avoir mes petits trucs. Enfin, j'étais pas du tout au niveau. Et puis voilà. Et j'ai vu Sophia Loren, Tom Selleck, enfin tous ces grands comme ça passer à côté de moi et que j'ai pu photographier, approcher de très près. Et c'était ma première expérience. Ouais. C'est pas dégueulasse pour commencer, franchement. C'est, à la limite, tant qu'à faire, tant qu'à s'entraîner, autant s'entraîner sur un truc comme ça, quoi. Ouais, c'était assez rigolo. Donc mes premières parutions, c'était dans People Magazine et Match. Et t'as vraiment été paparazzi ou Ah ouais, je l'ai fait, ouais, bien sûr. Non, j'étais jusqu'au bout. Moi, je vais toujours jusqu'au bout des choses. Et c'est pour ça qu'à partir de là, je me suis dit jamais je m'enfermerai dans une case. La photographie, c'est pas un métier qu'on choisit pour s'ennuyer à un moment de sa vie. On n'est pas là pour répéter un mouvement, répéter une lumière. Je vois dans plein de situations toujours les mêmes choses se faire. Des photographes à Paris qui photographient des acteurs, on appelle ça ceux qui réalisent des headshots pour les acteurs, qui utilisent systématiquement les mêmes fonds, les mêmes lumières, les mêmes angles, les mêmes réglages. C'est pas du tout comme ça que j'appréhende la photographie. C'est un autre genre de photographie, en fait. C'est-à-dire que tu as un aspect technique, tu as un aspect humain. Tu as des gens qui évacuent la technique totalement pour se concentrer sur l'aspect humain. Tu as des gens qui pensent que c'est que la technique et qui vont faire que de la technique. Il y a plein de manières. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais il faut juste être courageux. C'est-à-dire que le courage, ça ne commence pas et ça ne s'arrête pas juste au moment où on a choisi d'être photographe. En fait, le courage, c'est dès qu'on est photographe, de continuer à prendre des risques. Ouais. C'est-à-dire que même quand on se retrouve face à une célébrité et qu'on a là une chance inouïe de faire un reportage avec cette personne, il ne faut pas d'un coup se reposer sur ce qu'on a déjà fait ou sur ce qu'on a pu un jour réaliser qui avait donné une très belle image en essayant de la reproduire. Non, il faut aller un peu dans le flow comme ça. Il faut suivre un peu les choses, il faut suivre la lumière, il faut suivre les choses, il faut suivre les envies de l'un, de l'autre. Il faut être à l'écoute. Il n'y a pas de photo foirée en fait, il faut juste y aller, il faut juste l'essayer et les surprises et les plus belles surprises sont toujours là en général. Au pire la photo est foirée mais t'es pas obligé de la montrer à quelqu'un quoi. Ouais. Enfin, quand je dis foirée c'est parce que des fois il y a des petits coups de flou, il y a des petites choses comme ça. Et j'avais rencontré Michael Barcello, c'est un peintre, et le jour où il signait son autographe sur un des livres que j'avais acheté de lui, il avait trempé son fusain dans de l'eau, et puis il me parlait, donc il faisait pas trop attention, mais sur le thé de Stéphane, il commençait à faire un arbre africain, et j'adorais, je rêvais déjà d'avoir ça en main, en disant c'est Barcello qui a fait ça. Sauf que je lui ai trop parlé, ce qui fait qu'il a levé son fusain, et ça goûtait sur le truc, sur mon autographe.
Et je lui ai dit, mais quoi, excusez-moi, mais ça... Et là, il m'a dit quelque chose de très fort qui m'est resté, même pour la photographie. Il m'a dit, c'est ce qui fait tout ça, tout ce qui se passe là, c'est ce qui fait que c'est unique. Ouais. Donc, en fait, maintenant, j'ai même pas peur il faut pas avoir peur de faire une photo floue. Il faut même parfois la regarder par 2 fois parce que c'est souvent peut-être celle qui va donner une petite force supplémentaire. Donc voilà, je pense que dans la photographie, il n'y a juste pas de règles. Ouais. Mais le seul truc, c'est de pas rester enfermé dans une case et répéter juste les choses qu'on sait faire. Il faut avoir le courage d'avancer vers l'inconnu et ne pas avoir peur. C'est rigolo que tu dises ça parce qu'un de mes dadas en ce moment, c'est que dès que j'ai un événement où il y a un DJ, je me force à photographier le DJ d'une manière que je n'ai jamais faite avant. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je vois des DJ dans les événements. Et cette année, j'ai décidé que à chaque fois que je voyais un DJ, j'allais pas refaire la photo que je faisais habituellement du DJ, que j'allais essayer de trouver autre chose. Et ben, après 10 ans, j'arrive encore à trouver des nouveaux trucs. C'est incroyable quand même. Je trouve ça... Et donc, tu as commencé déjà ce travail. Le travail, il est en cours là. C'est depuis quelques mois, depuis que le travail a repris, hein, parce que pendant le Covid, il n'y a pas eu des tonnes de choses. Mais là, c'est un petit peu Enfin, j'ai fait des formations qui m'ont fait rentrer dans des groupes où on se colle des petits défis comme ça. Effectivement, ce petit défi-là est là. Et c'est rigolo que tu dises ça maintenant, alors que justement, je suis en train de bosser sur ce truc-là en ce moment, quoi. Moi, je découvre pas ça. Hein. C'est une manière que j'ai de travailler que j'applique en fait depuis déjà de nombreuses années, mais avec n'importe qui. Mais par exemple, puisque je me suis jamais mis dans une petite case, je fais plein de choses différentes. Et tu l'as dit en préambule, hein, des mariages, des portraits, des headshots pour des acteurs, des reportages pour des acteurs, des politiques en Afrique ou en France. Enfin, voilà. Et par exemple pour les headshots. J'avais rencontré une nana que j'aime beaucoup, je vais pas la citer parce que je la trouve très talentueuse, mais en même temps, je voudrais pas qu'elle s'offusque. Mais on s'était fait un deal comme ça. Elle me photographie, je la photographie. Et c'était joli chez elle, mais moi, je découvrais chez elle. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai voulu faire ses photos, moi, c'était nouveau. Donc, j'ai créé une image nouvelle pour moi dans mon esprit. La photo est ce qu'elle est. Je sais pas si ça lui a plu ou pas, je pense que si. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai créé mon image. Mais quand elle m'a photographié, j'ai trouvé les photos bien, vraiment, même si j'avais une tête un peu trop acteur, alors que c'était pas vraiment ce que je voulais, mais bon. Et j'ai regardé son travail et je me suis rendu compte qu'en fait, dans tout son travail, en fait, c'est toujours le même fond, c'est toujours les mêmes angles, c'est toujours la même colorimétrie, la même image, rien ne change. Et j'avais parlé avec des acteurs au bout de quelques années. J'ai eu pas mal de retours et en fait ils me disaient, Stéphane, ce qui est sympa avec tes photos, c'est que les directeurs de casting m'ont dit une fois que ils m'ont choisi moi pour une pub, en tout cas pour repasser un deuxième casting, voilà, un deuxième call, parce que justement ils étaient tellement avec toutes ces fiches d'acteurs comme ça qui passaient dans leurs mains et d'un coup il y a une image qui sortait un peu du lot, un portrait qui sort du lot. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut pas répéter les choses. Et puis c'est même pas aider les acteurs en fait de répéter toujours les mêmes images parce que ces pauvres producteurs ou directeurs de casting, c'est leur travail toute la journée de regarder des portraits de comédiens. Donc il faut quand même que la photographie, si on veut à un moment donné sortir du lot, pour que d'un coup ça s'illumine comme ça. Donc il faut que ce soit aussi la photographie. C'est pas le seul charisme du mec. Il faut aussi que nous on aide à le mettre en lumière, mais d'une manière qui soit aussi un petit peu différente. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'y aller. À chaque fois, quand je photographie un comédien, je lui dis simplement, quand ils me disent comment on fait, où on va, studio, pas studio, je lui fais lumière naturelle et on va en balade. Et c'est ça, c'est qu'une balade. Je sais jamais où je vais, je sais jamais là où je vais prendre la photo. J'ai ce petit point comme ça d'angoisse, un petit peu de stress au début, parce que forcément, ça fait vibrer, pas savoir. Il y a quand même une garantie de résultat. On me paye pour un travail. Il faut que mon travail soit clean, propre, hein, pour que je puisse continuer. Et je trouve que c'est que comme ça, en fait, que j'aime aborder la photographie. Ne pas savoir où je vais, ne pas savoir ce que je vais faire. Et puis, quand je suis réassis dans ma voiture, je regarde tout le shooting, l'ensemble du shooting, et puis je réalise que finalement, je me suis pas planté. Ouais, la petite pointe d'angoisse, elle est vite annulée par l'action aussi, non? C'est quoi? La petite pointe d'angoisse, elle est vite annulée par l'action. Dès que tu te mets en action, dès que tu commences à bouger. Et puis après, de toute façon,
c'est une balade, mais c'est vraiment une balade. C'est-à-dire que il faut faut être cool, faut discuter entre deux prises, faut prendre le temps. Il faut travailler avec beaucoup de. Faut pas être focalisé que sur la photo, faut être focalisé sur son sujet aussi. Ouais, l'humain est important aussi. Il faut que ça passe. Moi, j'aime pouvoir. Enfin, là, je suis très sérieux, mais j'aime bien faire rire aussi. Donc, je trouve que c'est important aussi de mêler l'humour, mais même en shootant, partir sur un truc complètement à côté de la plaque et d'un coup, je chope un fou rire de la nana ou du mec et de saisir ces instants-là. Il faut parfois les provoquer. Donc c'est. Mais ça ne peut que se passer si on a déjà instauré une relation, une connivence, une proximité. On va y revenir dans la partie philosophie photo qu'on va ouvrir maintenant, parce que c'est une de mes questions qui va arriver dans pas très très longtemps. Juste la première question de la philosophie photo, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Si tu offrais un livre à un photographe, qu'est-ce que ce serait? Sergio Larin. Ouais. Pourquoi? J'aime sa vie. Il a une vie totalement. Il a une vie très intéressante. Et j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser à la vie de Sergio Larin, L-A-2-R-A-I-N, qui est incroyable. Son livre Valparaiso, c'est un texte sur les textes de Neruda. Je crois qu'il y a eu... ils n'ont pas publié la série, mais je crois que la revue Epic a publié un reportage sur Valparaiso où justement elle parlait de... Alors c'était pas le sien, c'était d'une autre photographe, mais qui avait eu cette influence-là justement. Et justement, il mentionnait... Très très beau. J'adore son travail, j'adore le personnage en fait. D'accord. Ouais. Ok, c'est noté, je mettrai les liens du livre. Sergio Larin, puis bon, après, bien entendu, il y a plein de photographes qui m'inspirent. Mais un livre le livre tout de suite, si je pouvais le trouver encore aujourd'hui et que j'offrirais avec grand plaisir, ce serait celui-là. La ref. Peut-être il sera réédité une fois que les décideurs se rendent compte qu'on en a parlé et que maintenant il va y avoir une demande. Peut-être réussir à le faire rééditer, ce serait chouette. Qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le cadrage sur un numérique. Alors, c'est pas la même. Parce que toi, tu as commencé en argentique. En fait. Pardon? Toi, tu as commencé en argentique. Ouais, j'ai commencé en argentique. Et j'ai commencé en argentique. Et en fait, le paparazzi, ça n'a duré qu'un an aux États-Unis. Je voulais croquer quelque chose là-dedans, je voulais faire un gros coup, je voulais surtout être respecté par tous ces paparazzis. Je sais pas, j'avais vraiment envie de. Donc j'ai fait mon truc, j'ai fait mon petit trou, j'ai fait une grosse histoire. Tout le monde a été impressionné, et puis je suis reparti. J'étais très content avec le respect des autres, de mes pairs, si on peut les appeler comme ça. Et puis ensuite, je suis rentré en France et j'ai rencontré Alain Morel. Ça a été mon mentor, un grand journaliste du Parisien qui signait les papiers. Des chanteurs français. Et il avait monté sa société, il voulait trouver une personne qui, chez Sigma, puisse diffuser ses productions. Donc je suis rentré comme ça chez Sigma, très rapidement. Et puis à force d'éditer, de choisir et de regarder le travail dans le service people, de photographes très très talentueux. Et puis j'allais surtout parfois aussi traîner mes guettes dans les bureaux d'à côté, qui était le bureau reportage. Et voilà. Et là, ça m'a tellement donné envie de refaire de la photographie, mais de la belle photo. Donc, on parle pas de paparazzi, on parle vraiment de la belle photo. Et donc, j'ai demandé à Alain Morel de m'écouter dans ce sens-là et de me faire confiance, puisque il connaissait que mon bouc de paparazzi, donc je n'allais pas aller bien loin en France avec ça. Et à un moment donné, il y a eu un tournage de film à Cuba, à Pierre Richard, pour Robinson Crusoe. Et le photographe s'était dégonflé, Cuba, quoi. C'était à l'époque. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et je lui ai dit, mais envoie-moi. Moi, j'ai pas peur, on y va. Et il a réfléchi assez longuement, quand même, Alain Morel. Mais il m'a envoyé là-bas et je me suis retrouvé avec mes plein de bobines, avec Pierre Richard à Baracoa, sur l'île de Guantanamo, à l'autre côté de Guantanamo, à Baracoa. Et là, j'avais pas de filet, c'est-à-dire que là, j'avais toute ma prétention qui me revenait aux yeux et je me suis dit, mais comment j'ai pu assurer un travail de qualité alors que j'angoisse. Je me suis réveillé un matin avec un orgelet à l'œil, enfin tout partait mal le matin du reportage. Et puis finalement,
j'y suis allé comme ça, avec ma foi. Et puis bon, bien entendu, c'était tellement magnifique autour que de le mettre en lumière là-dedans. Et puis voilà, à partir de là, ça a été mon premier gros reportage en argentique. Et puis pour répondre à ta question, donc à ce moment-là, ce qui me donnait envie d'appuyer sur le bouton, c'était simplement, je cherchais le cadre, quoi. Je cherchais vraiment le cadre. C'est une culture cinéma que j'ai toujours eue depuis que je suis adolescent, et le cadrage, ça a toujours été très important pour moi, le cadrage. Donner de la dynamique à l'image, voilà, s'effacer, enfin essayer de, voilà. Donc c'était le cadrage. Après aujourd'hui c'est différent puisque je suis plus en argentique. Aujourd'hui je suis totalement full numérique. Donc ce qui va me donner envie de déclencher aujourd'hui, c'est ce qui va déjà simplement apparaître dans mon cadre, encore une fois, mais c'est des lumières, des couleurs, surtout les couleurs, les lumières, et puis s'il y a un storytelling, quelque chose à raconter, je sais pas, un truc qui m'apparaît. Enfin, à partir du moment où quelque chose m'apparaît, je déclenche. T'as plus de visibilité dans le viseur numérique, quoi. Oui. Ok. L'intérêt d'avoir dû chercher un petit peu partout, c'est que du coup j'ai trouvé plein d'articles sur toi. Il y en a un alors qui doit pas être tout récent parce que la référence c'est Canon PowerShot, donc je crois que c'est un appareil qui est plus trop fabriqué aujourd'hui. Ouais, je l'ai racheté il y a 1 an en occasion. Ah ouais, mais je crois on est d'accord que c'est le G1X. gamme. Exactement. Ouais. Et il y a un article qui dit ça où tu dis globalement que c'est pas l'appareil, c'est pas le matériel qui fait la photo et que tu aimes bien utiliser des appareils petits et discrets. Il me semble que maintenant tu shootes au X Pro 3 avec des optiques relativement légères. Mais c'est la même chose, c'est petit, c'est discret. Je peux même couper le son du déclencheur. Ouais. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'ai essayé, mais là par contre ça me dérange vraiment. J'ai envie d'entendre le déclencheur du X Pro 3, il est trop beau ce truc. Mais par contre, j'étais en effet avec ce G1X et j'adore ce boîtier en fait. Ouais. Pour le reportage, il est vraiment tout petit, il tient dans la paume de ma main quasiment, et je peux mettre l'objectif entre mes doigts ici, et avec mon pouce déclenché, c'est ici, c'est discret, c'est au niveau de ma poitrine. J'ai la sangle, c'est un petit peu comme si en fait je reposais mon bras sur la sangle de l'appareil photo, sauf que en fait la personne ne réalise pas que je suis en train de faire tout un shooting. Et j'aime cette proximité. Le paparazzi m'a beaucoup incité aussi à travailler comme ça mes reportages aujourd'hui. Je suis pas sûr de parler de street photo, mais c'est comme ça en tout cas que j'aborde le truc. J'aime beaucoup avoir cette impression de la voler, cette image. Toi, tu vas vraiment la voler. Tu vas vraiment faucher l'image en douce, quand il y en a d'autres qui vont aller justement pas se cacher et assumer. Ouais, je l'assume, mais je l'assume tellement qu'ils le voient pas. D'accord. Parce qu'en fait, quand on est près des gens, quand on a l'air de rien comme ça, on obtient la photographie en fait qu'on désire avoir. Mais j'ai pas envie de demander à quelqu'un la permission de prendre la photographie, parce qu'autrement je perds tout son naturel, toute sa spontanéité, en fait, toute la scène en fait que je veux photographier et capturer en fait m'échappe à ce moment-là. D'accord. Et je veux voilà. Tu veux du naturel, tu veux pas du posé, tu veux pas du faux. Mais le paparazzi, je reviens sur ça. Ouais. Bon, déjà, je le dis, mais j'y suis retourné ensuite vivre à Los Angeles pendant 10 ans et je l'ai été ensuite encore de nombreuses années. Mais avec mon meilleur ami, Joe, qui est africain, chanteur, lui de son côté, moi j'avais des rêves de photographie bien autres que ça. On parle de ça de 2009 et on revient 10 ans auparavant. Donc voilà, dans cette période-là, dans les années 2000, on va dire. Et en fait, on a toujours fait ça avec énormément de respect. Donc on avait notre petit duo comme ça, mais on était connus par les stars américaines parce qu'on était différents. On leur proposait des exits, des sorties, si jamais un jour ils étaient entourés de trop stars, de paparazzi, on pouvait les aider peut-être à sortir discrètement. On avait avec beaucoup de stars des affinités et ils disaient c'était non, aujourd'hui Eva Longoria, non, j'habitais pas très loin, me disait non, aujourd'hui non, ça m'intéresse pas, repasse demain, je te donne une belle photo demain. Je me réveillais à 8h, j'y allais, me donnait sa photo avec son café, je rentrais, je prenais $500. Ma journée était faite et je pouvais aller ensuite dans Los Angeles pour travailler mon portfolio personnel. Ouais. Mais je voulais dire ça et je voulais aussi rebondir sur autre chose parce que le paparazzi, c'est une école donc que peu de gens connaissent puisque c'est un métier
particulier. Ouais. Mais c'est une école incroyable. On parle du photojournalisme, du reportage de guerre, etc. Mais c'est la même chose. Pour avoir une image, c'est en 2 secondes. Il faut que le setting soit dans ta tête avant même d'avoir fait la photo. Faut tout de suite. Faut que tout soit bien. Faut que le setting soit parfait. Il faut que la photographie soit pas floue. Donc en fait, voilà, c'est une vraie culture pour travailler la lumière. C'est une vraie école pour comprendre la lumière, comprendre la photographie et pour ne pas avoir peur. Pardon ? Même la publication, parce que tu es obligé de rentrer dans certains canons de publication des journaux. Oui, mais enfin ça, à la limite, c'était pas trop mon sujet. Et puis, en fait, pendant quelques années, en effet, j'ai été paparazzi avec les stars américaines, et puis j'essayais de faire mon beurre comme ça, puisque Los Angeles, quand on est là-bas, on est sans filet, et ça coûte cher, donc autant qu'à faire, autant travailler, faire un peu d'argent et bien vivre. Mais de l'autre côté, les grands magazines français, puisque j'avais passé un peu de temps chez Sigma auparavant, mes contacts ne m'avait pas oublié. Donc, quand il y avait des choses intéressantes avec de grosses stars françaises, j'étais pas du tout en mode paparazzi, à l'inverse. On m'envoyait ces grosses stars, enfin, j'allais vers eux quand ils étaient sur place pour faire un reportage comme Johnny ou comme Paul Naref, qui lui-même m'avait choisi parce que les paparazzi me respectaient. D'accord. Avant de voir mon propre travail, en fait, de photographe. Ok. Donc voilà, je suis en fait assez fier de ce passage paparazzi. C'est pas un truc noir. Oui, c'est pas le truc sordide qu'on imagine, c'était un bon... quand c'est fait avec respect, ouais, franchement, il faut juste le faire avec respect et pas appuyer sur le bouton quand c'est sale, quand on sait que les journaux vont... j'étais un paparazzi un petit peu avec Joe, on était des bons gars. C'est rigolo parce que tu vois la question suivante, j'ai noté, dans ton cas, j'ai l'impression que l'accès est central à ta photographie, avoir accès, et en fait c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est t'as accès à des personnes, à des lieux, à des événements auxquels tout le monde ne va pas avoir accès. C'est une partie du talent du photographe, ça ? Ouais, je pense. J'ai vu un jour un film avec Matt Dillon. Et à la fin du film, alors bon, le mec, il était un peu, je sais pas s'il était serial killer ou quoi, mais bon, mais à la fin du film, on réalise que toute sa vie, il l'avait rêvé, en fait, à la fenêtre de sa maison, quand au loin, il voyait l'horizon et un train qui passait, et un truc comme ça qui l'emmenait déjà, dans le plus jeune âge, il s'imaginait déjà voyager ailleurs avec une grande vie. Et moi, c'est comme ça que de chez moi, je me suis toujours, quand j'étais gamin et adolescent, je regardais l'horizon et je me dis un jour, je voyagerai. Et quand j'ai décidé d'être photographe et que j'ai quitté Sabine, donc la nana, mon premier amour du départ, je me suis dit, je ne serai pas un petit photographe. Je veux essayer de faire pas de grandes choses, mais essayer d'imprimer quand même ma photographie dans chaque petit tiroir que j'aurais tiré. Donc, que ce soit le paparazzi, bon, je suis content, j'ai fait des gros coups. Les people français, je suis content, j'ai fait, je pense, les plus grands, Johnny, Paul Naref, voilà. La politique, j'y suis aujourd'hui, et je suis assez satisfait de moi aujourd'hui. Je suis le photographe d'une personne que j'aime beaucoup. Et voilà, et j'ai fait de la photographie scolaire, mais j'ai fait ça pour Louis le Grand pendant 2 ans. Donc, c'est le plus gros lycée de France. Donc, voilà, j'essaye d'avoir un accès à chaque fois et d'aller au plus haut possible. Et après, changer. D'accord. Les films, j'ai fait des films. J'étais content de signer alors qu'il y avait déjà des grosses machines numériques. Et on m'avait dit, Stéphane, au premier film, tous les soirs, j'envoyais un petit dossier, proposition d'affiche. Le producteur, au bout de 2 jours, il m'a dit, ça sert à rien. Nous, avec nos machines, on croppe le truc, on en fait une affiche. Donc, proposition d'affiche, t'as aucune chance de faire l'affiche. 2 mois après, j'ai envoyé tout, et j'ai fait l'affiche. Et à chaque fois, j'ai fait l'affiche. Donc, je trouve que c'est important de se donner des goals, et c'est pas forcément une prétention, mais on est son propre agent. Donc, si on veut avancer, et moi, je suis photographe professionnel, c'est-à-dire que j'ai besoin de travailler, d'inscrire mon nom ou ma signature quelque part. Donc, il faut avoir un tout petit peu de prétention et un petit peu de hauteur. Un peu d'ego ? Ouais. Beaucoup d'ego ? Non. Non ? Non. Un peu ? Ouais, un peu. Il faut avancer, il faut... Ouais.
Il faut retenir les leçons des choses qui se passent mal. Il faut réfléchir. Faut y aller. Faut connecter aussi. Ce que je trouvais amusant par rapport justement à ces accès, à cette façon d'aller chercher les choses, je ne sais pas si tu es réellement plus connu dans la street photographie que dans les autres types de photographie. Moi, je t'ai connu par la street photographie avant de te connaître dans des domaines plus professionnels. Et donc, tu vois, on parle d'avoir accès. Et tout d'un coup, tu es dans la street photographie où, a priori, tout le monde a accès à la même chose. Et en fait, en regardant tes photos, je me suis posé la question si c'était vraiment le cas, si tout le monde avait vraiment accès à la même chose. Est-ce que ce sens du contact, ce sens d'aller chercher les choses, d'aller chercher un accès que tu as dans le côté pro, il te sert pas dans la rue aussi pour faire ta street photo? Enfin, déjà, quand on cherche un accès, c'est aussi des fois le destin, c'est des fois le fruit de rencontres qu'on n'a pas forcément provoquées. Il y a aussi le hasard, la vie est belle aussi pour ça. Hein. Ouais. Je suis pas un opportuniste qui veut tout croquer et qui, quand il te dit bonjour, il te serre la main juste parce qu'il veut quelque chose de toi. Je suis pas ce mec-là, par contre. Ouais. J'ai aussi, je vais dans le flot des choses, vraiment, c'est comme ça. Et les rencontres, la vie, elle peut être belle, donc quand on pense qu'elle est belle, elle l'est. Ouais. Donc il faut y aller, rencontrer les gens. Et ce que tu dis là, j'ai un pote qui disait la chance te tombera jamais dessus quand tu es assis dans ton canapé. Mais par contre, si tu sors de chez toi, elle va te tomber dessus. Ouais, il faut un peu la provoquer parfois, mais enfin, je sors pas tous les jours en me disant provoque quelque chose, quoi. Je vis ma journée tranquillement. Après, c'est des opportunités de vie. Après, des accès qui changent ma photographie. Bah oui, quand on me propose d'aller rencontrer un candidat à Madagascar, et pour un magazine français, on me paye le billet pour faire un reportage sur lui. J'ai en effet la chance ensuite d'être à Madagascar. Donc, c'est une super opportunité pour ensuite réaliser un reportage. Et faire d'autres choses. Ouais. Il m'avait rappelé ensuite puisqu'il avait bien aimé le reportage et j'ai fait toute son élection, l'élection présidentielle. Donc c'était en 2012. Et puis à partir de là, après, on traverse le pays, on prend le temps, on chasse, on traverse la moitié du pays pour choper le nuage de criquets qui a toujours 3 jours d'avance. Ouais. Et puis à un moment donné, on prend un chemin de traverse et on arrive à le choper et c'est une satisfaction, mais à chacun son truc. Moi, j'étais sur ce genre de... C'était mon goût. Mais bah. sur le truc sur le sens du contact, je m'étais noté un exemple. Il y a une photo sur ton Instagram. C'est un homme qui vit dans un cabanon à Fianarantsoa. À Fianarantsoa. Fianarantsoa, voilà. Où j'ai eu beaucoup de mal à retaper le nom derrière. Où là, je pense qu'il y a clairement un contact entre toi et lui. C'est un portrait. En même temps, la photo, elle est hyper graphique. Ouais. Mais oui, c'est même pas une maison, c'est un lit. C'est un cabanon. En fait. C'est un lit. C'est un lit avec c'est comme un double lit. C'est ça. Avec ton accord, on la mettra dans l'article. Je mettrai le lien vers Instagram, comme ça les gens la verront. Mais ce qui me donne l'impression que tu as un sens de l'approche des gens, en fait. C'est-à-dire, il y a le fait de se retrouver dans une situation, à proximité d'une situation. Tu n'as pas parlé ? Non. Ah, j'avais l'impression pourtant. Il m'a vu. J'ai l'impression qu'il y a un contact, même non verbal, mais. Eh ben, il y a un contact. Il y a un échange. C'est les yeux. Enfin, je pense que quand on est bien, ou quand on est bienveillant, quand on veut faire une bonne image, quand on regarde la personne et quand on s'installe tranquillement et quand on s'adosse comme ça sur le mur avec l'appareil bien en vue, parce que il faisait très noir. Ouais. J'étais dans un setting, mes réglages étaient très particuliers ce jour-là. C'était des vitesses très lentes et tout. Et ben, il n'a pas bougé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il a senti que c'était bienveillant, j'ai fait ma photo. Et après, j'ai été me renseigner sur son histoire. D'accord. Il y a un échange, mais c'est pas une discussion, en fait. C'est juste, c'est le regard et les choses comme ça. Voilà. Parce que tu vois, moi, j'avais fait ce lien avec une vidéo qui est sur ton profil aussi, où tu es dans un festival, on te voit danser et participer et rentrer dans le truc. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut participer à la fête pour capter des bonnes images, tu vois ? Est-ce qu'il faut rentrer dans la vie des gens ? Il faut garder une certaine distance. Photographe, je pense qu'il faut quand même garder une certaine distance. Ouais. Pour photographier une fête, c'est bien d'avoir un pas de côté. En fait. Donc tu es dedans, mais avec un peu de recul. Quand on est dedans, on a ensuite d'autres images. Mais terminons par ça, c'est-à-dire assurons déjà, et puis ensuite on va dedans.
et on prend un peu les risques. Mais... Donc la vidéo où tu danses, c'est plutôt vers la fin du festival que vers le début, quoi. Ouais. La vidéo, bah, ça c'était un festival de musique, donc j'avais juste envie de danser. Ouais. Même avec un pas de côté, tu as envie de danser quand même. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu voyages beaucoup? Il y a quand même un petit peu de photos de Paris et des endroits où tu vis, mais est-ce que la street de voyage, la street en voyage, pas de voyage, mais la street en voyage, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que tu enclenches un mode recherche, un mode rencontre particulier quand tu es en voyage, ou c'est où que tu sois, c'est pareil? Ah non, Paris m'inspire pas. Ouais. Je fais très peu de photos de Paris. C'est une ville qui m'inspire pas du tout. Mais pas du tout. J'ai rarement un appareil photo quand je vais à Paris. J'ai mon téléphone, mais je fais même pas de photos. Ça m'intéresse pas. C'est pas une ville qui m'inspire. Je la trouve pas si photogénique que ça, en fait. Mmh. Et voilà. Ou alors je la connais trop et elle m'inspire pas. Mais non, Paris m'inspire pas. Par contre, Paris la nuit, c'est autre chose. Ouais. C'est là éventuellement où elle va m'inspirer. Mais c'est vraiment parce que c'est la nuit, en fait. J'aime la photographie, mais j'aime voyager. Et c'est là, toute mon inspiration, elle vient de là, en fait. À partir du moment, c'est comme quand je te parlais de la cuisine de cette photographe que je connaissais pas, bah voilà, ouais. C'est ça. Il faut que j'aille dans un lieu que je ne connais pas, et là, j'ai toute l'inspiration du monde. Mais je suis pas obligé de m'envoyer dans des pays exotiques. Le dernier voyage, j'étais à Anvers, Antwerpen. Bon, bah voilà, j'ai fait quelques photos. C'est beau, Anvers. C'est pas publié, mais en tout cas, voilà, et c'est très... Voilà, j'aime photographier les endroits que je connais pas, et c'est là où je trouve mon inspiration. T'aimes la découverte, en fait, t'aimes être surpris. Il faut que je découvre, en fait. Ouais. D'accord. En fait, je découvre et je montre ensuite par mon travail ou ma photographie ce qui m'a arrêté à la faire, cette photographie, justement, pour montrer aux autres. Et c'est toute sa force, en fait. Donc, dans ton cas, la bonne photo au pied de ton immeuble, c'est pas une option, en fait. Elle n'existera pas. Pas dans ton environnement immédiat. Non, enfin, ce ne sera pas mon environnement à moi. C'est-à-dire que ça peut être la photo à la fenêtre d'un hôtel, la photo à la fenêtre d'un logement, parce que je suis quelque part en reportage et je suis là pour 2 mois. Et en effet, il y a plein de choses graphiques, visuelles, qui vont tout de suite. Mais je suis un shooter invétéré. Je shoot à fond, quoi, quand je suis en reportage. Je suis un gros shooter. Et surtout, par exemple, Madagascar, ça a été une grosse production. Et je monte mes photos depuis 2 ans, depuis qu'il y a le Covid, et que je suis bloqué en France. J'avais pas envie de montrer. Je me suis promis avec le Covid de pas photographier le moindre masque, la moindre personne masquée. Donc déjà, la street photo, c'était dead. Ouais. Donc pendant 2 ans, en fait, je montre ce que je n'ai jamais montré à personne. C'est mes photos de Madagascar. Mais il y avait de quoi faire. Ouais, il y avait de quoi faire. Mais c'est bien que ça s'arrête là, parce que j'en ai pas. Ouais. Non, de toute façon, à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que la vie reprenne. Et c'est vrai que merci la guerre en Ukraine, les élections et tout ce genre de choses, ça a permis d'oublier le Covid. C'est bizarrement, il n'y a plus de problème maintenant. Ouais. Quand on regarde ta street photographie, on pourrait presque la diviser en 2 catégories, le graphique et le portrait, même s'il y a des passerelles entre les deux. Il y a... si tu fais du portrait, il y a souvent un côté graphique, quoi qu'il arrive à ce que tu fais, mais je trouve qu'il y a presque 2 personnes qui cohabitent dans ta photographie. Ouais. Enfin, moi, j'aime les enfants. Dans mes voyages, je photographie beaucoup les visages d'enfants, les expressions, et j'aime beaucoup les enfants. Il y a beaucoup d'adultes aussi, bien entendu, mais les enfants, je les ai toujours attirés comme un aimant, en fait. Donc, de toute façon, et à Madagascar, j'avais des dreadlocks, et un gros chignon de dreadlocks aux cheveux gris. Ouais. On me l'appelait Rastavasa. C'était le Rasta blanc. Voilà. Et puis vu que je faisais de la politique, et que j'étais sur les scènes politiques du candidat qui m'avait choisi pour le suivre, avant que je m'embrouille avec lui, puisqu'à un moment j'ai réalisé que ses idées me plaisaient pas, donc j'ai tout arrêté. Il était président du Sénat, j'ai claqué la porte et j'ai tracé à travers le pays, j'ai fait mon reportage. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens me connaissaient même parce que je passais à la télé. Enfin, je passais aussi à la télé. Oui, puis tu avais un look distinctif, donc on te voyait de loin, quoi. Et on me voyait de très loin. Déjà, je suis très grand, donc déjà, je passe pas inaperçu, même avec les cheveux un peu comme je les ai aujourd'hui, un peu ébouriffés et tout. Mais voilà, donc voilà, donc les enfants me collent comme des aimants, et puis en même temps, c'est cool. Donc, et puis quand je voyage, j'adore les photographier. Ils ont quelque chose de dingue, quoi. C'est dans les yeux, je sais pas. Ça fait partie de ton style ? Pardon ? Ça fait partie de ton style ?
Je photographie. J'aime bien photographier les paysages et puis des scènes de vie. Mais dans ces scènes de vie, surtout quand on est à Madagascar, les enfants sont dans la rue. Donc on peut pas photographier une scène de vie sans passer à côté des enfants. Et puis si je vois un enfant, j'ai pas envie de le photographier au 35 mm de l'autre côté du trottoir, en fait. Je veux être au 85 et être plus près et cropper quelque chose de lui, quoi. Dans tes images, moi j'ai repéré un truc, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas. On est avec le numérique où on voit tout de suite ce qu'on va faire en résultat, enfin on voit tout de suite le résultat de ce qu'on va faire en photo. On a tendance à essayer d'avoir les lignes les plus droites possibles, le truc le plus carré possible. Toi, tu as souvent une ligne en oblique dans ton image. Tu cherches pas absolument à avoir la ligne parfaitement droite, parfaitement carrée. Elle est souvent légèrement penchée. C'est intentionnel, Ouais, c'est intentionnel. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que ça donne de la force à l'image. Moi, les trucs carrés, ça me plaît pas. C'est trop carré, c'est trop... Non, j'aime bien essayer de donner une force visuelle un petit peu plus... C'est la vie. La vie, c'est pas carré tout le temps. Il y a toujours un petit truc de travers. Ouais, et puis, enfin, comme le disait Barcello, mais enfin, ça, je crois que ça fait partie de ça. Et il faut... Si, dans la hâte, parce qu'on n'a pas toujours le temps, hein, on n'est pas dans un shooting studio pour photographier la dernière Renault Scénic. Hein. On n'a pas 3 semaines et 20 collaborateurs autour pour nous aider à faire l'image. Donc là, c'est en 2-2, c'est-à-dire que c'est tout de suite maintenant. Le principal, c'est que j'ai les bons réglages de mon appareil. Le cadrage, j'essaie de faire au mieux. Et puis ensuite, si ça doit pencher, ça penche, mais je shooterai même si c'est penché. D'autres photographes vont redresser leur ligne d'horizon pour avoir vraiment un truc bien carré, mais ils auront peut-être pas l'expression, ils auront loupé en tout cas ce qui aura motivé l'envie de photo de départ. Donc tu es plus sur le moment et puis tout le reste suit, quoi. J'essaie de composer sur l'ensemble de toutes ces variantes. La photographie, c'est un cadre, c'est une lumière, c'est donc une vitesse et tout ça. Et puis même ensuite, quand on a géré ça, on réalise que des fois, oui, mais la dernière photo, c'était hier soir à minuit, donc mes ISO étaient montés à je sais pas combien. Bon, il faut penser à tout. Donc quand on pense à tout, après il y a la photo parfaite, mais je suis pas sûr de l'avoir réalisée. Donc je pense que personne l'a réellement réalisée. C'est toujours la prochaine, la photo parfaite. Non. Elle est toujours à faire, et tant mieux. Comme ça nous permet d'avoir envie de continuer à avancer. Alors, pour clôturer la partie philosophie photo, on parle toujours d'une image en particulier. On va parler à la fois d'une série et d'une image dans ton cas. Qui est... alors, on va parler d'une image en particulier, mais on va parler de l'aventure en tant que telle. C'est Johnny Hallyday sur la route 66. D'abord parce que tu as fait un portrait que je trouve super beau. Il est sur la route avec les bandes jaunes qui vont vers lui, et c'est un portrait qui en même temps te dit que c'est Johnny qui est sur la route 66. Je veux dire, tu vois cette image, tu dis Johnny route 66, point. C'est pas Johnny sur la route aux États-Unis, point. Donc déjà, comment t'as construit ce portrait-là, et comment tu peux appréhender une aventure pareille? Parce que, je veux dire, c'est Johnny, c'est dans les années 2000, j'imagine. Donc Johnny au top. C'est 2007. 2007, donc tu vois, Johnny à son apogée sur la route 66. Donc je veux dire, c'est un petit peu. C'est la chance. Chance de la vie. C'est comme ça, c'est beau la vie, quoi. Voilà. Il s'est engueulé avec Angeli, c'est son photographe depuis des années. Et puis tout était déjà lancé. Comment tu rentres là-dedans, toi? Je rentre parce que j'ai Lucie de Bonneville, que je cite cette fois parce que merci Lucie. Qui était rédactrice chez Sigma, qui a aujourd'hui sa propre petite boîte de production. Elle fait toujours de très bon travail. Je choisis toujours bien ses photographes, et ce jour-là, c'est moi qu'elle avait décidé de contacter pour dire, écoute, voilà, on est embêté parce que Johnny s'est engueulé avec Angeli et on a besoin d'un photographe. Et c'est à Durango, et est-ce que tu peux y aller? Et tu vas le suivre après sur 3 semaines. Donc je suis parti comme ça. En disant, bien sûr, comment on appréhende un truc pareil? C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est génial. Et puis c'est plein de Harley, et c'est une vidéo qui... voilà, j'étais aussi avec des JRI, des vidéastes, un journaliste. Et on a fait notre truc, quoi. Mais c'est génial. Et puis j'ai surtout rencontré le photographe de l'homme Marlboro. Donc
lui qui photographiait le cow-boy. Ouais. Johnny voulait absolument être photographié aussi par lui. Okay. Donc, il a été présent pendant 2 jours, je crois. Et voilà, non, c'était une superbe rencontre, une superbe. Après, Johnny c'est Johnny, quoi. Mais ouais, c'était cool. Et le portrait, du coup, comment il se construit? À quel moment? Le portrait, c'est moi qui l'ai interpellé en lui demandant de se mettre au milieu de la route. Et très honnêtement, je sais pas pourquoi, mais quand tu regardes bien, Julien, la ligne, cette ligne fuyante comme ça, jaune, elle est pas logique. C'est-à-dire que normalement, c'est tout les tant de centimètres, il y a un blanc. Enfin, c'est le goudron, c'est le macadam. Puis ensuite, on revient sur une ligne jaune, le macadam est jaune. Et là, il y a une sorte de continuité, un truc un peu particulier. Et quand j'ai vu ça, j'avais envie que ce soit visuellement, en tout cas, la direction. Voilà, cette ligne sera la direction de l'image pour donner cette force. Et ensuite, je l'ai simplement installé là. Et la vraie magie, elle vient même pas de moi, en fait. Je pense que c'est simplement lui qui a eu cette attitude. Parce que il s'est posé aussi, il est rodé et ça aide. Il est charismatique et il prend la lumière et c'est un bonhomme, quoi. Donc il donne ce qu'il a et c'est tripes, quoi. Enfin, c'est dans ses yeux, c'est dans tout ça. Il n'a pas toujours été agréable parce que moi, je lui rappelais simplement l'embrouille qu'il avait en Jelly pendant 3 semaines. Ouais. Donc moi, je ne me connaissais de nulle part. Il comprenait même pas que je m'entende si bien avec son bodyguard, qu'est devenu un pote. Tout le monde m'appréciait. Moi, je suis assez solaire. Je m'entends facilement avec tout le monde, mais ça peut créer des jalousies. Donc entre le fait qu'il avait donc cette embrouille avec Angeli, etc., c'est vrai qu'il m'a pas donné que de l'amour, Johnny. Mais c'était bien, parce que ça m'a permis d'avoir des expressions dans son visage. J'attendais pas forcément. Ça, c'est bien, en fait. Tu l'as montré différent, parce que tu as montré un Johnny qui n'était pas forcément toujours de bonne humeur, alors que les autres auraient il peut-être était très heureux d'être avec ses amis. Je dis pas qu'il était de mauvaise humeur, hein, mais je me suis pas réveillé un jour. Je me rappelle. C'est pas que je me suis pas réveillé, c'est que on est arrivé dans un motel en fin de journée, donc on avait fait toute la journée, la route, etc. Je me suis posé sur le lit pour recharger mes appareils, etc. Et je me suis allongé, je suis parti direct je suis tombé de sommeil. Ouais. Mais pas longtemps. Mais quand je me suis réveillé, tout le monde était parti, en fait. Dans un lieu pour 2-3 heures, hein, simplement. Donc, on m'a donné le lieu. Quand je suis arrivé, je m'en suis pris... c'est comme si j'avais séché l'école, quoi. Je me suis senti tout petit, petit élève, responsable de sa propre bêtise. Et puis, Johnny m'a vraiment fait comprendre que j'étais naze, que j'avais tout loupé, là. Et qu'il était donc très énervé. De toute façon, on m'avait déjà dit, tout le monde m'avait dit, là, Johnny, il est super vénère. Là, tu y vas, c'était mort. Donc voilà, ça a instauré en tout cas quelque chose dès le départ, qui était forcément génial. Mais après, bon, ça c'est quand même, il a eu des moments super cool avec moi. Hein. J'ai passé une petite soirée à discuter avec lui de choses et d'autres. Ouais. Et non, c'était quand même bien. T'as eu ton expérience en tout cas. J'ai eu mon expérience avec lui, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais bon, ça s'est quand même vraiment bien passé. J'ai quand même des photos qui sont très fortes. Et le fait justement qu'il soit un petit peu... pas renfrogné, mais qu'il est... c'est pas, je trouve que dans son visage, il y a des photos où c'est très fort, quoi. C'est très profond, c'est deep, quoi. Et je préfère ça, avoir simplement un sourire un peu complice parce qu'on est deux potes. Ouais. Et je préfère le fait finalement que des fois ils se disent ce grand con face à moi, il m'énerve, j'aurais préféré mon pote Angeli. Mais tout ça, c'était dans ses yeux, mais ça donne une force en fait à l'image. Donc c'est cool. Tes photos sont différentes. Ouais, puis much love d'où tu es parce que j'ai beaucoup de respect. Si on parle plus côté business entre guillemets, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? Parce que professionnellement, tu touches à beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans quelle direction tu es plus très honnêtement, je suis un peu en galère parce que depuis 2 ans, ouais, si t'as 2 euros, des fois, je te donne mon RIB. Non, je déconne. Mais en fait, c'est vrai que c'était compliqué. Tu l'as dit toi-même en préambule, mais c'est vrai que le Covid, ça m'a pas du tout aidé. C'était très compliqué, surtout qu'avant, je vivais entre la France et la Colombie, puisque ma copine était colombienne. Elle faisait du wedding planner. Ouais. Donc c'est comme ça, voilà. Des mariages en Colombie. Des mariages en Colombie. Mais voilà, aujourd'hui, je fais de la politique et
et puis les activités reprennent. Mais ça a été compliqué pendant la période du Covid et j'ai pas envie de me cacher ça a été compliqué pour tout le monde. Mais en fait, t'as pas réellement un domaine en particulier qui prend le pas. Un jour, tu es ici, le lendemain, tu es là. J'ai une société ici, Marcel Image, c'est ma société. Donc, y a, voilà, tous les projets passent par ça, quoi. Mais je veux dire, dans les styles de photographie, en fait, tu suis le vent, comment ça se passe, ou t'as une idée de la direction dans laquelle tu veux aller? Ouais, mais j'en parle pas parce que c'est mon projet et tu vois, c'est bien, tu entends, il y a les cloches qui sont là. Voilà. Ça sortira. Ok, t'es sauvé par le gong. On verra, j'ai pas envie de parler de mes projets. Mais par contre, non, mais je fais plein de choses. C'est-à-dire que demain, un film peut tourner, on peut faire appel à moi, on peut me faire appel à moi pour une exposition de Johnny, ou un livre, Johnny. Ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, l'exposition. J'ai eu une exposition de Johnny. Mais en fait, j'ai pas profité en fait de la disparition de Johnny pour faire des pins, des calendriers tous les ans et m'enrichir. Ouais. Un jour, je ferai un livre, peut-être ou pas, je sais pas, on verra. Mais il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et mon projet principal, c'est surtout un livre de street photographie en fait. Et EPA était intéressé, EPA c'est Hachette, était intéressé et voilà, ils m'ont fait attendre pendant 1 an pour finalement me proposer des choses nulles. Donc ça s'est jamais fait, mais je sais que je tiens quelque chose de génial. J'ai un PDF qui tient vraiment la route et ça s'appelle Street Macadam. Et c'est vraiment mon projet de livre en ce moment. Celui-là avant tout. Alors justement, comment on publie dans la street photographie aujourd'hui? Les street photographes, il y en a partout. Il y en a beaucoup. C'est un petit peu saturé. Comment est-ce qu'on sort du lot là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour... Mais je cherche pas à être un photographe de street photographie ou à me faire connaître dans la street photo. Déjà, moi, mon travail de Madagascar, je trouve que c'est plus un travail de reportage qu'un travail de street photo. Je trouve qu'un travail de street photo, c'est une photo par une photo. Ouais. C'est de la street photo. Là, je suis plus dans un mode de reportage quand même. Je me considère même davantage plus comme un photographe reporter qu'un photographe street photo. Mais après, moi, j'aime aussi juste être photographe, en fait. Donc, voilà. C'est le côté humain, toujours. Tu es un photographe d'humain. Ouais, y a pas, en fait, oui, on en revient au fait de ne pas être dans une case et de rester un photographe de l'humanité en général. Ouais. Et finalement, donc, quand tu dis même que ton livre Street Macadam, en fait, c'est plus pour le titre que c'est de la street photographie que ça en est réellement, ou c'est... Ouais. Bah non, parce que c'est le concept du PDF que je t'enverrai, tu verras, parce que tout est déjà prêt. Hein. C'est pour ça que ça a tout de suite emballé Hachette. C'est magnifique, hein. C'est une 50aine de photographes, peut-être même un peu plus, avec un triptyque. D'accord, c'est pas un livre de tes photos à toi, c'est un livre... Non, d'accord, ok, j'avais compris que c'était un livre de tes photos à toi. C'est un livre de... Je voudrais un volume 1, un volume 2, et faire quelque chose tous les 2 ans, comme ça, pour que... Ouais, non, c'est vraiment... En fait, je suis totalement tourné sur les autres, là. Je veux faire connaître davantage la street photographie. Je trouve qu'il y a des gens hyper talentueux, en tout cas beaucoup plus que moi, dans la street photographie. Et c'est pas du tout pour mettre en valeur moi, en fait. J'ai juste envie de mettre les projecteurs sur les autres et sur le travail qui... Moi, je reçois du matériel tous les jours de photographie. Ouais. Et... Waouh. Ouais. C'est trop beau, quoi. Il y a des gamins à l'autre bout du monde qui ont 20 ans et un iPhone et qui font des trucs de fou. Dingue. Je sais, je me fais la réflexion tous les jours. Voilà. Donc, un bouquin sur ça, un petit peu comme le Woman Street Photography. Woman in Street Photography, quelque chose comme ça, ou Woman Street Photographer. Ils ont fait un livre magnifique qui a rencontré un gros succès. Et j'aimerais assez que... Voilà. Si une maison d'édition m'entend, vous allez juste en dessous, il y a le lien. Je mettrai le lien, puis je te mettrai en relation avec quelqu'un qui pourrait être intéressé aussi. Justement, puisqu'on parle de Street Macadam, tu as cette casquette de curator. Ça s'appelle un gatekeeper. C'est la personne qui décide de qui est publié, qui ne l'est pas. Même si c'est pas ton objectif, ça te place à un moment au centre de la discussion malgré tout, même si c'est pas pile au centre, mais c'est proche du centre. La question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que photographe, ça? Ouais. Alors, je répondrai à ça après, parce qu'en fait, c'est pas vraiment que je me place au centre. C'est-à-dire que quel que soit c'est pas que tu te places, c'est que tu es près du centre, que tu le veuilles ou pas, en fait. Ouais. En fait, je ne fais que poster. Moi, je reçois
parce qu'en fait, j'ai pas envie de partager 19 fois les codes d'Instagram, parce qu'autrement, ça me bloque mon Instagram. Quand ça part en Turquie, l'Éthiopie, etc., il comprend pas que d'un coup, tout le monde a un accès à ma page. Donc, on est deux, Alexia et moi, à gérer cette page. Mais c'est surtout moi, en fait, qui reçois les photographies de ces curateurs, mais que j'aime ou pas même la photo, parce que des fois, j'adore le photographe, mais j'aime pas forcément une photo sur les trois, mais je les poste sans sourciller, en fait. J'ai aucune interaction par rapport à ça. Juste, je poste, je mets ce qu'on a proposé, les crédits sont là, le curateur est mentionné, et voilà. Après, ce que moi, ça m'apporte indirectement une certaine visibilité aussi, puisque ma propre page, en fait, grandit jour après jour. Les gens viennent me suivre, mais pas pour les bonnes raisons. C'est aussi parce que ils voient très bien que si la page grandit, elle commence à avoir un petit background comme ça plaît. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui me suivent, pas forcément parce que mon travail est beau, mais juste parce que ils espèrent être en feature. Qu'on partage leur travail sur la page de Street Macadam. Enfin, je sais pas, je demande pas à chaque fois quelle est la motivation, mais en tout cas, ça me fait connaître. Et ça me fait surtout connaître énormément par la communauté, parce que c'est pour le coup une vraie communauté, la street photographie, la photographie documentaire, mais je commence à faire mon petit nom. En tout cas, ils savent qui je suis. Stekint, ça leur parle. Il y en a beaucoup maintenant qui me connaissent, alors qu'il y a 2 ans, pas beaucoup de gens sur Instagram me connaissaient. Et c'est pour ça que tu es associé autant à la street, en fait. Alors qu'en fait, toi, tu considères que tu fais du reportage plus que de la street photographie, mais inconsciemment, on t'associe mécaniquement à la street photographie. Ouais, on m'associe à Street Macadam. Je pense que j'ai fait un beau bébé et il y a quelque chose qui en découle. Mais c'est génial. J'ai une amitié très forte avec quelqu'un de chez Réponse Photo. Je connais quasiment tous les hubs qui existent sur Instagram. Et voilà. Et puis surtout les photographes, en fait. C'est tous les jours, 2 fois par jour, en fait. Le matin et le soir, je partage le travail d'un photographe. Donc, on a partagé déjà énormément on a fait connaître pas mal de photographes. Enfin, connaître, c'est une manière de dire. Donc c'est ça c'est un vrai enrichissement et c'est ce que ça m'apporte. Du coup, t'es connu par les réseaux beaucoup et on l'a dit en intro, t'as pas de site web. Non, j'ai passé beaucoup de temps avec ça à chaque fois, avec différents webmasters à chaque fois. Alors, une fois c'était pour ma société, Marcel Image, une fois c'était pour moi en nom propre, Stekint, et j'en ai fait 3 ou 4 des sites internet. Et puis à un moment donné, on appelle ça, c'est pas workshop, enfin ce système comme ça qui permet très facilement de rajouter des cases, de faire son truc. En fait, ça m'ennuie, moi. En fait, ça me gonfle. J'y arrive pas, ça m'énerve. Quand ça m'énerve, j'arrête tout de suite. En fait, et je me dis, je reviendrai demain. Après, je mets 3 photos, mais c'est pas la bonne taille. D'un coup, quand je le regarde en slideshow, il me gonfle, l'image est d'un coup augmentée. J'ai plus du tout le bon cadre. Enfin, il faut paramétrer toutes les images pareilles. Et enfin, c'est super compliqué. En fait, je suis un peu perdu. Et je suis tout seul quand c'est comme ça. Donc, et puis, je mise vraiment les choses comme ça. Les gens, quand ils veulent me retrouver, Stéphane Kint, c'est facile. C'est mon nom d'artiste, c'est Stekint. Voilà, on Google, bam bam, et ça nous emmène directement sur tout ce qu'il faut, Instagram. Je trouve ça intéressant, justement, parce qu'on n'a pas une grosse différence d'âge, on a 4 ans d'écart. Et moi, je suis plus vieux, c'est ça? Hein? Je suis un poil plus jeune que toi, mais pas beaucoup. Mais moi, je suis un enfant de sociétés très commerciales. Moi, j'ai grandi professionnellement dans des sociétés d'immobilier, donc j'ai appris à démarcher. J'ai appris le commercial comme ça, et je suis toujours de la même manière que toi. Moi, j'ai un site internet, mais je lui ai pas toujours donné beaucoup d'amour. Il existe. C'est pas comme ça que je trouve mes clients. Je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir quelqu'un qui a une approche qui ressemble à la mienne, dans le sens où Internet n'est pas forcément central à ton démarchage commercial. Parce que tu demandes à 90% des photographes aujourd'hui, c'est site Internet, SEO et réseaux sociaux. Pas du tout. Non, du tout. Non, mais pour moi, c'est simplement en fait, c'est la signature, c'est tout. Il n'y a que ça qui compte. Moi, j'essaie de monter ma signature, c'est Stekint, et j'essaie de la faire monter, enfin, l'un ou l'autre, ça dépend. Quand c'est un peu institutionnel, c'est Stéphane Kint, et puis quand c'est mes trucs à moi, c'est Stekint. Mais j'essaie de faire monter mon nom,
Mais j'ai l'impression que tu essaies de le faire monter plus en parlant aux gens en réalité que sur Internet, quoi. J'essaie de le faire monter par mon travail, donc c'est par mes images plus que par mes mots, en fait. Quand je dis en parlant, ça veut dire en allant à la rencontre des gens réellement, quoi, plus qu'en virtuel, non? J'utilise les réseaux sociaux, donc en fait c'est plus le virtuel quand même que j'utilise. Mais en tout cas, c'est vrai que mon support principal, ça reste ce type de réseau. Donc aujourd'hui c'est Instagram, hier c'était Facebook, avant-hier c'était MySpace. C'est comme ça que j'ai fait connaître mon travail par MySpace. J'étais encore aux États-Unis. Et pareil, c'est un petit peu la même chose que Cédric Roux. En fait, j'ai posté à un moment donné quelques photos de mes sorties nocturnes principalement, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup shooter le soir. Et puis en France, d'un coup, en fait, les gens ont découvert mon travail, en fait. Et c'est MySpace qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, c'est la preuve qu'on peut survivre au changement d'algorithme et de réseau. MySpace, en tout cas, c'est dead aujourd'hui. C'est nécessaire. Non, mais ça veut changer leurs algorithmes. Hein. Instagram qui est en train de partir à fond vers la vidéo, ou justement toi qui vis en photo. C'est une grosse erreur, hein, parce que c'est juste TikTok, en fait, c'est leur cheval de Proust, c'est TikTok, ils veulent absolument essayer de rattraper ce retard-là. C'est bien fait, ils le font bien, mais c'est au détriment, en fait, de toute la communauté première jusqu'au prochain qui va proposer quelque chose pour les photographes et qui sera le prochain réseau, quoi. Il va faire. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ok, non, mais c'est. En fait, tout le monde est en train de se dire oh là là, le changement d'algorithme, c'est catastrophique. Et en fait, c'est juste un cycle qui se répète, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est too much, en fait. Parce que ça a été très soudain. Ouais. Très soudain. Et c'est vrai que c'est quand même très compliqué de. Enfin, je trouve pas ça juste, parce que Instagram existe justement parce que cette communauté, ces milliards de gens qui sont sur Instagram, ils ont posté toute leur vie, en fait. Ouais. Et se tourner d'eux comme ça en disant non, mais vos photos maintenant, on s'en fout, c'est plus ça. Maintenant, fais des vidéos. Ouais, mais les gens n'ont pas envie de faire de vidéos. Pas tous. On n'a pas tous envie de filmer nos vies, quoi. Et se montrer en train de manger un yaourt, et puis s'il faut faire un peu monter l'audience, monter un téton. Enfin, non. Je suis pas dans ça, et c'est pas comme ça. En tout cas, c'est pas mon c'est pas mon réseau social. Ouais. C'est pas ça. Donc, je trouve ça un petit peu naze, quoi. Mais un jour, je rencontrerai un mec important de chez Instagram, je parlerai. Ouais, Mark Zuckerberg. Dernière question de ce côté plus business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, ça reprend, mais avant, non, c'était nul, quoi. Avec le Covid, ça a été compliqué. Avant, après, il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments plus bas. Il y a une certaine constance dans tout ça. Donc après, dans tout ça, non, je m'en sors. Le principal, je me réveille tous les jours, je suis photographe et c'est. Ça, c'est cool. Mes choix de départ, il fallait quand même qu'ils soient récompensés à l'arrivée. Mais c'est pas du tout où je veux arriver. Je suis encore en chemin, là. C'est un chemin permanent, de toute façon, la photo. C'est un chemin permanent, et puis voilà, après, il y a des goals, on verra où ça va me mener ou pas. Et puis parfois, on veut prendre une direction, on espère arriver au bout, et puis finalement... Tu prends un petit chemin sur le côté. Un petit chemin sur le côté, et voilà. Donc, mais c'est un très beau métier. J'encourage vraiment toutes les personnes qui désirent vivre de la photographie. Il faut juste avoir un peu de courage et une certaine liberté. C'est sûr que c'est plus compliqué, bien sûr, pour des enfants des parents qui ont des enfants et plein de je suis quand même encore très libre. J'ai cette chance. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Le pire moment de ma carrière. Je crois déjà de ne pas m'être réveillé pour Johnny. C'était quand même compliqué à vivre. Ouais. Ça. C'était 2 jours après qu'on se soit rencontrés sur ce reportage. Ça lançait le truc bizarrement. Donc, je sais pas, on en a parlé, donc ça me revient tout de suite. Un autre, non, franchement. Non, mais c'est un pire moment très valable. Hein. Se faire avoiner par Johnny, ça doit être un moment assez impressionnant. Du coup, le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur, ça a été meilleur moment de ma carrière, ma première expo à Paris. Ça, c'était exceptionnel. Ça doit faire du bien, ouais. C'était la galerie de Nel, 5e ou 6e, une galerie sur 3 étages. J'étais en bas et Pierre Richard m'a fait l'amitié de venir à cette exposition, m'y acheter une photo. Et toutes mes photos sont parties très vite. On avait 20.
Et ça m'a encouragé à me dire que j'avais peut-être un petit peu de talent, quoi. C'est cool. Ah, ça fait du bien. Quand tu es validé comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? En français ou tu parles anglais, italien? Obligatoirement français parce que c'est ingérable de traduire à la volée. Un photographe français que je te recommanderais, Fabien Écochard. Ouais. Pourquoi? Il est coloré aussi. Ouais. Bon, je mettrai le lien vers son Fabien site. Écochard. E-C-O-C-H-A-R-D. Je crois que je connais déjà son nom. Je vais aller regarder d'un petit peu plus près. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. On va laisser les gens voter. Et on discutera hors antenne pour une éventuelle mise en relation. Du coup, tu n'as pas de site internet. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Instagram, Stekint, S-T-E-K-Y-N-D-T. Ou Street Macadam. Un beau site. Et tu as aussi un troisième compte. Ouais, c'est Marcel Image, mais ça c'est ma société, donc j'y mets mes shots politiques, mes shots de reportages, de mariage, de portraits, enfin c'est pour montrer que je suis pas dans un petit tiroir et que je suis aussi worldwide, que je peux partir n'importe où et dès demain. Et voilà. C'est noté, je mettrai les liens dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront y accéder assez facilement. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. Et puis j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, ce sera en vrai, autour d'une bonne bière. Et avec grand plaisir. À sortir faire des photos dans la foulée. Ouais, merci. Super, d'autant plus. Julien, merci. Et je termine juste par ça, mais c'est très, très, très qualitatif ce que tu fais. Et merci pour cette générosité que tu offres. Je te retourne ce compliment-là sur Street Macadam parce que c'est vraiment très, très chouette aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.